Bonjour. Je voudrais par le biais de cette séance filmée, qui va être mise à la disposition des étudiants du 6e semestre en littérature francophone, je voudrais par cette séance revenir sur l'analyse ou la lecture de certaines nouvelles. Évidemment, j'aurais aimé aborder plus de nouvelles. On l'a fait d'ailleurs, on a abordé quand même plusieurs nouvelles. Mais je profite de cette séance pour faire un travail de lecture transversale de plusieurs nouvelles, pour les rendre un peu lisibles, pour les ouvrir à votre lecture et à votre intérêt éventuellement. Et montrer un peu comment on aborde le phénomène de la nouvelle à partir d'un ensemble de cas précis, différents, divers. Parce que justement, cette lecture transversale va permettre de voir ce que j'ai appelé souvent pendant les dernières séances, les ressorts de dramatisation. Comment une nouvelle commence, comment elle finit. Quelle est la spécificité qui revient chaque fois. Et à la lecture justement d'un ensemble de plusieurs nouvelles, il y a la nouvelle deux nouvelles de Gary, J'ai soif d'innocence, c'est Le Fou. Il y a une nouvelle de Kozlany, c'est en hongrois, ça s'appelle Le traducteur kleptomane. Et puis la nouvelle d'Enrique Serna, le Mexicain, qui s'appelle L'homme avec Minotaure, et puis celle de Borges, qui s'appelle Funeste sur la mémoire. Et la dernière, L'écrivain et l'amour, de Supervielle. Lorsque on aborde ces nouvelles, d'abord on remarque la chose suivante, leur étonnante diversité thématique et leur esprit d'invention. Et là ça revient à quelque chose qui peut ne pas surprendre, parce qu'on sait déjà avec les nouvelles qu'on a vues, avec Maupassant et avec d'autres sur lesquels je ne vais pas revenir, que la nouvelle est favorable à l'originalité. Il est favorable à l'originalité des thèmes et des ressorts dramatiques. Pourquoi ? Parce qu'un roman peut ne pas surprendre en quelques pages. Il n'est pas obligé de le faire dans l'immédiateté des choses. Pourquoi ? Parce qu'il a une continuité progressive qui lui donne le temps de surprendre le lecteur d'une manière ou d'une autre. La nouvelle, non. La nouvelle, c'est qui te double. Tout de suite, il y a une forme, un temps, une manière, un style qui s'impose au commencement, ou pendant, ou à la fin. Il y a une sorte de bénéfice de séduction ou d'enchantement littéraire avec un effet dans un temps court. Et souvent, la nouvelle a cette façon d'amorcer les choses tout de suite. Dès la première phrase, la deuxième, dès l'incipit, etc., il y a quelque chose qui est en lui-même soit un mystère, soit les débuts d'un échafaudage qui va se faire au fur et à mesure. Mais c'est jamais quelque chose d'anodin. Jamais. Même chez Maupassant, dans la nouvelle fantastique, il y a une étrangeté, bien sûr, parce que c'est du fantastique, mais il y a une étrangeté, et en même temps, il y a quelque chose qui s'installe, qui va bouleverser le lecteur, qui va l'intégrer dans un monde, et le surprendre à la fin. Soit par l'effet de la cause, c'est-à-dire quelque chose qui est le résultat de l'ensemble, ou soit par une décision. Je vais revenir sur ça. C'est l'atout de la nouvelle. Elle est dans la séduction. Lorsque Barthes disait, par exemple, que la littérature, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, lorsqu'il disait que la littérature est un piège amoureux, c'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut parler aussi de la nouvelle. C'est un piège amoureux, mais un piège amoureux de séduction littéraire. C'est rare de trouver des nouvelles qui sont insipides.
Même les nouvelles de Raymond Carver, l'américain par exemple, dans leur simplicité, leur naïveté parfois, dans leur description de la société américaine, il n'y a pas grand-chose, il y a une sobriété incroyable, mais il y a quelque chose, en quelques pages, 3 ou 4 pages, comme avec Régis Geoffrey qu'on a vu, parce qu'il a fait des nouvelles d'une seule page, mais on a une synthèse, on a quelque chose qui frappe. Pourquoi? Parce que parfois, au lieu d'écrire, de raconter sur 200-300 pages une histoire, parfois on peut les enfermer dans, comme dit Joyce, le monde dans une coquille de noix. Donc c'est l'atout de la nouvelle, de créer le mystère, de supposer quelque chose. On a vu ça avec Bartleby, par exemple, de Melville, qui est l'histoire de quelqu'un qui ne veut pas travailler, qui refuse, dans un cabinet de copiste, et dès qu'on lui demande quelque chose, il dit « I would prefer not to », c'est-à-dire « je préfère ne pas ». Mais après, ça va évoluer vers la négation de lui-même et vers sa mort. Ou dans d'autres nouvelles. Alors, cette fois-ci, j'ai pris plusieurs nouvelles pour vous montrer un petit peu ce travail de la nouvelle, comment ça se construit de l'une à l'autre, en essayant de faire une lecture transversale, en essayant de les mettre en miroir, les unes avec les autres. Quand on voit par exemple comment ces nouvelles s'ouvrent, comment elles commencent. Dans « J'ai soif d'innocence », la première phrase est frappante. « Lorsque je décidais enfin de quitter la civilisation ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui décide de quitter la civilisation. Dans Le Faux, une autre nouvelle de Gary, « Votre Van Gogh est un faux ». Et puis après, vous allez voir comment il va y avoir un jeu sur la fausseté, non pas simplement d'un tableau, mais la fausseté de la femme de celui qui a décidé que ce Van Gogh est faux. Dans Le Traducteur kleptomane, ça commence parce que c'est quelqu'un qui raconte l'histoire d'un ami, qui se souvient encore d'eux, et le récit se développe. Dans L'Homme avec Minotaure, c'est une histoire, c'est une nouvelle que j'aime beaucoup. Ça commence, je vais vous raconter l'histoire d'un enfant qui réclama un autographe à Picasso. Déjà, c'est tout un programme. L'histoire d'un enfant qui réclama un autographe à Picasso. Il y a Picasso, grand peintre. Il réclame un autographe. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va se passer? Et etc., etc. Ou Funès ou la mémoire de Borges, c'est l'histoire, ça commence, je me le rappelle, alors que, justement, rappeler, ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir l'insistance foudroyante de la mémoire, parce que c'est quelqu'un qui engrange les détails. Et toute la nouvelle va être fondée sur cette dualité, sur ce rappel, cette façon de se rappeler des choses. Parce qu'on sait que la mémoire n'est vivante, n'est possible que lorsqu'elle est fondée sur l'oubli. Mais se rappeler de tous les détails, c'est s'enfermer dans une sorte de comblement, d'encombrement de l'esprit, parce que il n'y a pas eu sélection, il n'y a pas eu, disons, le travail de l'oubli qui doit accompagner normalement la mémoire. La dernière nouvelle, L'écrivain et l'amour, de Supervielle, pas l'écrivain homme, c'est une dame, et ça s'appelle L'écrivain et l'amour, et déjà par le titre, il y a quelque chose qui s'annonce. Et la première phrase permet de sentir qu'il y a quelque chose qui va se dérouler à partir de cette idée-là. Ça commence par quoi? Sans amour, Oscar Ferreira ne pouvait pas écrire. Déjà par les débuts, par ces commencements spécifiques, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amorce du récit, et en même temps, ça appelle aussi des fins. Alors là, j'ai parlé des commencements. Je vous cite les fins de ces nouvelles. J'ai soif d'innocence. Ça finit comment? Une fois de plus, le monde m'avait trahi. Je voulais quitter la civilisation et le monde m'avait trahi. Le faux, par exemple, ça finit par le motif qu'il avait d'abord invoqué, faux usage de faux.
C'est-à-dire, le faux va continuer jusqu'à la fin. Tout va être l'histoire de faux. Le traducteur kleptomane, ça finit. Tout ça m'avait convaincu qu'elle était toujours l'esclave de sa passion, c'est-à-dire la kleptomanie. Homme avec Minotaure finit ainsi. J'avais rompu mes chaînes, j'étais moi. C'est-à-dire qu'il n'était pas lui-même au départ. Et toute la nouvelle, justement, parle de cette servitude symbolique, parce que Picasso a dessiné un Minotaure sur sa poitrine et comment il va être un jeu et un enjeu des prédateurs, des mandats, etc. Dans la nouvelle de Borges, Finesse sur la mémoire, ça finit comme ça. Dans le monde surchargé de finesse, il n'y avait que des détails. Dernière nouvelle, L'écrivain et l'amour, finit par cette phrase, je suis amoureux, oui, mais je ne suis pas certain qu'elle existe. Donc, chaque fois, ça commence, ça développe et ça retombe. Comme si toute la nouvelle, ces nouvelles, sont dans des liens interdépendants, et ce qui est propre à la nouvelle, à cause de la densité, à cause du rapport étroit entre les parties essentielles, etc., etc. Bref, l'écriture est conditionnée par l'aboutissement. Elle est conditionnée par un rythme qui est souvent accéléré. Même lorsqu'elle enveloppe, ou lorsqu'elle couvre une période longue, comme chez Geoffrey ou d'autres, il y a une sorte de phénomène de synthèse. Il y a beaucoup d'ellipses. Toutes les choses ne sont pas racontées. Et c'est ça l'art de la nouvelle. C'est l'abolition du détail. Le roman a le privilège du détail, de tous les détails. On donne des descriptions parce que peut-être l'auteur lui-même est en panne, donc il cherche des moyens pour avancer, pour décrire, pour parler. Il y a trop de détails. Il y a trop de détails, au point que Borges, je vous ai parlé de ça une fois, disait que dans l'horreur qu'elle a des grands livres, il dit parfois on écrit 200, 300, 400 pages sur du sujet. Il faut se dire à soi-même que ça a été écrit et ne s'occuper qu'un détail précis. C'est-à-dire, c'est l'éloge de la brièveté. La nouvelle est travaillée par ça. C'est sa propre obsession, c'est sa logique aussi narrative. Et je ne peux pas faire autrement. Une nouvelle de 4, 5 pages, jusqu'à 10 pages, 15 pages, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, le monde dans une coquille de noix. Donc il y a l'amorce de l'histoire, développement narratif, la fin de l'histoire. On peut dire ça de tous les genres, les romans, les contes, etc. Mais les gens, bref, sont plus déterminés, et même surdéterminés par cette logique de la brièveté, de la densité. La fin inéluctable de l'histoire préexiste à l'histoire finalement. Parce que celui qui a dit, comme dans J'ai soif d'innocence, j'ai voulu quitter la civilisation, il y a la fin, il dit, je suis encore trahi par la société, par la vie, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'innocence. Donc finalement, il y a toujours un aboutissement, il y a quelque chose qui fait infléchir la narration vers quelque chose qui est peut-être ignoré qui est ignoré du lecteur, qui peut être ignoré du narrateur, dans le sens où c'est pas quelque chose qui est spéculé d'avance, mais c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas être dans la construction imaginaire et mentale de l'histoire. La nature des commencements, des amorces, ils sont souvent la cause du récit. Dire que je voulais quitter la civilisation, c'est-à-dire c'est une disposition personnelle, un choix, une option de vie, d'existentiel, pour partir ailleurs, pour sortir certaines choses. Et la fin de l'histoire, c'est toujours la conséquence de l'amorce. Soit dans le prolongement, comme avec le traducteur kleptomane, soit avec une brutalité de changement, soit avec une décision particulière. Bref, il y a toujours comment je vais appeler ça? Une manière de relier dans la narration un début et une fin, comme s'ils étaient une sorte de polarité nécessaire, indépassable. Et en même temps, il y a une sorte de
puisque j'ai commencé par ça, l'importance thématique. Quand je dis thématique, c'est pas simplement le sujet, le contenu, c'est l'idée qui fait fonctionner la vision narrative du monde. Il y a chaque fois quelque chose. La question de la mémoire et de l'oubli chez Borges, les valeurs marchandes dans Homme avec Minotaure, l'histoire d'une rencontre décisive dans Homme avec Minotaure aussi, la même chose, la difficulté de l'innocence, et ainsi de suite. Dans toutes ces nouvelles, le travail du narrateur consiste à organiser le rapport, les liens entre l'amorce et la chute. Il privilégie une tension croissante qui, elle-même, fabrique de l'histoire et en même temps suppose un mystère particulier, c'est-à-dire un secret de polichinelle finalement, parce que ce qui se dit, on a l'impression que ça va finir de telle ou telle façon. On n'est jamais dans l'ignorance totale de la fin, mais on est dans des hypothèses de lecture. Mais on n'a pas le temps de les fabriquer, ces hypothèses, puisque tout de suite on finit, on arrive à la fin. Comme par exemple, dans L'Enfant qui a été tatoué par Picasso, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Comment Picasso, il a fait ça, pourquoi? Picasso, personnage, bien sûr. Parce qu'il a vu l'aspect spéculateur des parents. Ils veulent un autographe, pourquoi? Parce que, éventuellement, ils peuvent le monnayer, etc., plus tard. Comme une preuve, comme une signature, comme je ne sais quoi. Mais Picasso a eu la ruse de le mettre sur la poitrine, comme ça, il ne peut pas être détaché de l'enfant. Mais seulement l'enfant va grandir et il va être vendu lui-même comme objet d'art et ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a là quelque chose qui, comme pour l'écrivain amoureux, comme l'écrivain qui ne peut écrire que lorsqu'elle est dans une situation aimante, amoureuse. Mais comment on saura que finalement, il croit toujours, il imagine la personne. Donc l'écriture, en tant que simulacre du monde, va se fonder comme sur un autre simulacre, c'est-à-dire sur cette femme qui n'existe pas. C'est un dispositif finalement. Et les personnages sont importants. Ils sont importants parce que chacun porte en lui une caractéristique, une spécificité saillante, une sorte de particularité proche d'un destin. L'enfant qui a été tatoué par Picasso, il va vivre toute sa vie avec ça. Le traducteur kleptomane qui a l'habitude de voler, quand il va traduire, il va voler dans le passage d'un texte original au texte traduit. Je vous conjure de lire ces nouvelles parce qu'elles sont très très belles, elles sont d'une pertinence incroyable. Enfin, pertinence. Ils sont d'une d'une ingéniosité quelque part, d'une inventivité, d'une imagination. Donc ces dispositifs créent des situations de contraste, des trajectoires, et chaque personnage est porteur en lui-même d'une histoire et d'un destin. Celui qui ne peut écrire que s'il est amoureux, celui que Picasso, pour lequel Picasso a dessiné un minotaure sur la poitrine, etc. Et les autres. Ça déconcerte. C'est pour ça, il y a toujours des atmosphères, des sensations qui sont complètement différentes. Par rapport à quoi? Par rapport à comment appeler ça? Je dirais pas la facilité narrative du roman. Par rapport à la gourmandise du roman. Le roman est gourmand. Et on écrit, il y a des pages qui parfois ne sont pas forcément utiles, etc., etc. Il y a une sorte d'abondance, peut-être de générosité, je n'en sais rien, qui facilite, je ne dirais pas qui facilite vraiment le travail, mais qui fait que nous sommes toujours dans la recherche de l'ensemble à partir de la lecture de l'ensemble. Avec la nouvelle, non. Avec la nouvelle, on n'attend pas longtemps, et tout de suite, il y a quelque chose qui est donné comme spécificité. La spécificité frappe déjà comme quelque chose qui appartient au personnage, ou qui appartient à l'histoire. Je prends quelques exemples. Le narrateur, j'ai soif d'innocence.
Il a une volonté de sortir de la civilisation, parce qu'il trouve que c'est la décadence, le système consumériste, les systèmes dépravés, le capitalisme, etc., etc. Il cherche quoi? Il cherche le désintéressement. Donc il y a là une sorte d'utopie particulière, un idéal, quitter la civilisation, l'intéressement, pour le désintéressement. Donc pour, quelque part, une altérité purifiée, un rapport pur avec l'autre. Parce que c'est ça qui s'oppose dans toute la morale des rapports et des sociétés. Comment être avec des gens qui ne sont pas avec vous ou avec lesquels vous n'êtes pas pour des raisons d'intérêt. Hein? L'amour pur, l'amitié pure, tout le monde rêve à ça et rêve de ça. Bref, c'est la recherche de quelque chose, de la beauté, le désintéressement, la bonté, la pureté, la fraternité, etc., etc. Mais seulement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une sorte de renversement de la situation par la découverte d'une supercherie. Que finalement, la personne qui est l'hébergée va représenter, avec des dehors d'innocence, le système qu'il a voulu quitter. Il va découvrir que ce qu'il lui a donné comme dessin de Gauguin n'était pas de vrais dessins de Gauguin, c'était des copies, etc., etc. Comme il les a payés cher parce qu'il croyait lui-même s'est trahi. C'est-à-dire, il veut quitter un système, il va le retrouver chez l'autre et en lui-même. C'est-à-dire, l'intérêt est toujours là, chez l'autre et chez soi. Parce que quand il a découvert les dessins de Gauguin, il a dit « Ah, je veux faire fortune », il les a achetés, etc. Il est retombé dans le piège. C'est-à-dire, on ne quitte jamais la civilisation, on ne quitte jamais l'altérité viciée. Et quand je dis l'altérité viciée, c'est-à-dire l'altérité qui est combinée par une complexité sociale et sociologique. Et quand Jean-Paul Sartre, dans Huis clos, dit « l'enfer, c'est les autres », on lui a dit ouais, « non, c'est pas normal, l'enfer, c'est pas les autres ». Il dit « mais si, c'est l'enfer les autres, l'enfer, c'est les autres, dans le cas où l'altérité reste viciée, c'est-à-dire où on est toujours dans un miroir négatif, dans une réciprocité travaillée par des éléments qui nous dépassent dans la société. » Donc tout se passe, ça c'est un exemple. Tout se passe à partir des contradictions. Toujours les contradictions. Le faux, j'ai soif d'innocence, le traducteur kleptomane, c'est quelqu'un qui a décidé de ne plus voler les objets, parce qu'il est kleptomane. Mais il va finir par les voler autrement dans les traductions. C'est une nouvelle assez très amusante à mon avis, enfin, très ironique, très humoristique. C'est parce que son ami lui a donné un travail pour qu'elle abandonne plus ou moins cette manie de kleptomanie. Il lui donne des textes à traduire pour qu'elle puisse survivre, subsister. Et lorsqu'il traduit un récit d'une langue, en allemand peut-être, je ne me rappelle plus, dans une autre langue, qu'est-ce qu'il fait? Il dérobe les objets du premier texte, il ne les met plus dans le deuxième texte. Alors il vole des bijoux, il vole des meubles, virtuellement. C'est-à-dire, il ne peut pas quitter quelque chose, il ne peut pas quitter cette façon de...